Voilà, donc on va commencer. Donc depuis ce matin, avec Bruno, on a eu à parcourir un tout petit peu cette matrice. On nous a présenté les objectifs autour de la matrice et on nous a montré comment justement cette matrice peut aider nos pays à structurer les réflexions autour du financement de la santé pour progresser vers la couverture santé universelle. Et donc, j'ai le plaisir de modérer ce panel qui aura pour objectif principal de donner la parole à différents acteurs que je vais vous présenter tout de suite. Donc, différents acteurs donc dans différentes organisations également, pour que vous puissiez voir comment cette matrice peut servir d'opportunité ou comment cette matrice peut s'insérer dans le travail que nous avons à faire en matière de financement de la santé. Parmi nous, nous venons de différents horizons, nous appartenons à des organisations différentes et c'est sûr qu'une des questions qui vous taraude l'esprit, c'est de savoir mais comment nous allons utiliser cette matrice en rentrant ou bien comment cette matrice sera utile dans ce que nous allons faire de manière quotidienne quand nous allons repartir. Et donc là, nous allons donner la parole à trois acteurs qui vont nous montrer comment cette matrice peut être appliquée dans des contextes particuliers des organisations ou des agences dans lesquelles ces acteurs, ces collègues se retrouvent. Mais en plus de cette vision en termes de travail au quotidien, nous allons aussi voir avec ces différents acteurs les scénarios ou les contextes dans lesquels la matrice peut s'implémenter. Nous sommes dans des contextes qui évoluent de manière différente en matière de financement de la santé. Pour les uns, peut-être que le financement de la santé, il est porté par un noyau d'acteurs au niveau du ministère de la Santé, et c'est ce noyau qui pousse l'agenda de manière incrémentale pour la mise en œuvre des stratégies de financement de la santé. Pour d'autres encore, vous êtes dans des contextes où l'agenda en matière de financement de la santé, il est fortement porté par les politiques qui, peut-être à cause de la mise en place d'une stratégie à visée électoraliste ou autre, en tout cas, il y a les politiques qui poussent fort pour que certaines stratégies en matière de financement de la santé puissent être mises à l'échelle ou être mises à l'agenda. D'autres encore parmi vous, vous vous trouvez dans des contextes où les stratégies de financement, bien, le financement de la santé, ça dépend plus des partenaires techniques et financiers. C'est eux qui sont là, qui poussent le plus pour que tout ce qui concerne le financement de la santé et la CSU soit réellement mis à l'agenda. Et donc, dans ces différents contextes, comment cette matrice peut intervenir et comment cette matrice peut nous aider. Et donc, sans plus tarder, parce qu'on a juste une heure, je vais rapidement présenter les panélistes. Nous avons d'abord Virginie, qui est à ma droite. Virginie Élise Longang Oono, elle est médecin, originaire du Cameroun. Elle est spécialiste en santé publique. Et elle a une très, très longue expérience parce qu'elle a travaillé depuis pratiquement plus de 20 ans dans le système de santé camerounais et plus précisément dans le domaine de la promotion de la santé, mais aussi dans le domaine du financement de la santé pour la CSU et également dans la communication sur les risques dans le cadre du Global Health Security avec l'Université Johns Hopkins. Et elle a rejoint le réseau P4H, ce réseau mondial dont elle va nous parler tout à l'heure, comme experte en matière de financement de la santé et de protection sociale en santé. Et Virginie est actuellement point focal P4H au Burundi. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'elle va essayer de nous montrer comment, dans le cadre de son agence, la matrice peut être également intéressante et utile. Et puis, nous avons également Isidore Sielenou, qui est également médecin, spécialiste en économie de la santé. Et Isidore apporte un soutien technique et opérationnel dans toutes les activités du GFF au niveau de Dakar et également au niveau par rapport également au programme de financement de la santé au niveau du GFF. Il a une très, très longue expérience également de plus d'une vingtaine d'années pour avoir travaillé dans la santé publique et également travaillé comme médecin dans toutes les questions de renforcement des systèmes de santé et également de financement de la santé dans les pays en voie de développement, incluant également les pays fragiles. Et actuellement, il travaille, comme je l'ai dit, comme conseiller technique au niveau du GFF ici à Dakar et également consultant pour plusieurs autres organisations
Et il a, avec moi, on a été également plusieurs fois invité comme enseignant au niveau de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers en Belgique, et il est également enseignant à l'université d'Enchang au Cameroun. Et nous allons également présenter notre dernier panéliste qui est le docteur Lamboli Kumboneki, qui lui, il est d'origine congolaise de la RDC. Il est senior programme officer au niveau de la SADC. La SADC qui est donc la communauté économique des pays d'Afrique australe. Et il est au niveau de la SADC qui travaille principalement au niveau du secrétariat qui s'occupe du VIH, mais aussi des questions de financement de la santé. Il a une expérience de plus d'une dizaine d'années dans tout ce qui est implémentation des stratégies de santé publique, mais aussi de programmes et de stratégies de santé. Et il a un doctorat également comme Isidore en santé publique. Et donc, voilà un peu ceux qui vont constituer le panel. Votre modérateur, c'est Serge Mayaka. Et donc, je vais conduire de la RDC et également membre du réseau P4H comme Virginie. Oui, j'appuie en appui à la Côte d'Ivoire, à la République de Côte d'Ivoire. Et je suis également professeur à l'université de Kinshasa, plus précisément à l'école de santé publique de l'université de Kinshasa pour toutes les questions d'économie de la santé, de financement de la santé et de politique de santé. Mais aussi, on a été avec Isidore à l'IMT comme enseignant, à l'IMT Anvers. Donc, sans plus tarder, nous allons donc passer la parole successivement à nos trois panélistes. Nous allons commencer par Isidore, qui va justement essayer de nous montrer comment, dans le cadre de l'organisation dans laquelle il travaille, comment la matrice peut être utile. Et ensuite, nous allons passer la parole à Virginie, qui va également nous montrer comment, dans le cadre de son organisation, cette matrice peut être utile. Et enfin, nous allons passer la parole à Lamboli, qui va également nous montrer comment, dans le cadre de dans le cadre de la SADC, comment cette matrice peut être, dans le cadre des activités de la SADC, comment cette matrice peut être également utile. Et après, nous allons passer à un autre volet de notre panel. Donc voilà, Isidore, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Serge. Je pense que c'est une tâche extrêmement difficile de pouvoir prendre la parole après toi, pour ceux qui te connaissent. Donc, je vais essayer de parcourir avec vous quelques diapositives, juste pour qu'on comprenne un peu ensemble ce que nous, au niveau du GFF, qui est le Global Financing Facility, le mécanisme mondial. Merci. Donc, le mécanisme mondial de financement mondial en soutien à la santé de la mère, de l'enfant, de l'adolescent. Et donc, c'est de dire que pour ceux qui connaissent un peu le GFF, c'est un mécanisme, bien sûr, comme on l'a dit, un partenariat mondial. Actuellement, nous appuyons 36 pays, donc en Afrique subsaharienne principalement, mais aussi dans d'autres continents tels qu'en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, par exemple, et autres. En tout cas, c'est 36 pays dans lesquels nous travaillons pour essayer justement d'appuyer les pays pour les questions de réforme du financement de la santé, pour, au bout de la chaîne, avoir de meilleurs résultats de la santé de la mère, de l'enfant, de l'adolescent. Donc, ce qui est important, l'objectif final, c'est vraiment cette amélioration de la santé, des indicateurs de santé, mais on a tout un processus. Et dans le processus, donc, nous nous focalisons donc, principalement sur les questions du financement de la santé. Et donc, ici, l'idée, c'est vraiment de soutenir le pays. Donc, nous ne venons pas mettre en œuvre un programme, par exemple, comme beaucoup de partenaires le font. On vient vraiment soutenir le pays. Ça peut être un soutien, bien sûr, sur le plan financier, avec des subventions, mais c'est aussi un soutien en appui stratégique sur les réflexions, sur l'élaboration de la vision. Et c'est pour ça que dans chaque pays, nous essayons donc de soutenir, donc, nous facilitons la conception d'un plan dirigé donc par le pays que nous on appelle un dossier d'investissement qui vise principalement à identifier les interventions à haut impact sur lesquelles il faut se focaliser. Parce qu'on sait bien que dans tous les pays, nous avons ce qu'on appelle les plans stratégiques qui malheureusement sont des plans aspirationnels. Donc, c'est vraiment l'idéal de ce qu'on veut faire. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas souvent
le financement nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de ces plans-là. Donc, le GFF vient plutôt voilà, essayer de prioriser, de soutenir les pays à prioriser donc les interventions à haut impact. Et donc, à côté, donc, on essaye de, comme je disais, de fournir des subventions catalytiques. Catalytiques dans le sens où ce n'est pas forcément des grands financements, mais c'est des financements qui appellent à d'autres financements. Par exemple, les financements de la Banque mondiale, par exemple, les financements de Gavi, du Fonds mondial. Donc, c'est des financements catalytiques parce que nous avons ce mandat-là de la coordination aussi à un certain niveau des partenaires sur certaines questions prioritaires. Donc, en amenant nos petits financements, nos petites subventions, ça fait à ce qu'on appelle donc à d'autres financements plus conséquents. Donc, concrètement, comment est-ce que la question de la matrice ou alors l'outil, la matrice, voilà, vient un peu soutenir ce que nous on fait comme travail. Et là, j'ai pris un cas, une intervention clé que nous essayons de mettre en œuvre dans différents pays. C'est ce que nous appelons l'agenda de l'alignement, qui est un peu la suite du travail du compact que nous connaissons tous ici, ou bien de l'initiative IHP+. Et donc, l'agenda de l'alignement, ça a été très récemment mandaté au GFF, dont le groupe des investisseurs, qui comprend notamment les pays, parce que dans le GFF, nous avons ce qu'on appelle le groupe des investisseurs, qui inclut les pays, les organisations bilatérales, multilatérales, mais aussi les fondations privées et autres. Donc, ce groupe, l'année passée, a mandaté le GFF de pouvoir réfléchir, de pouvoir mettre en œuvre donc, cet agenda de l'alignement. Et concrètement, ça se traduit par quoi? Par ce que nous connaissons tous, c'est-à-dire que pouvoir soutenir les pays donc, à élaborer donc, un plan réaliste et chiffré sur lequel donc, les partenaires vont s'engager à s'aligner et participer vraiment. Et c'est ce qu'on appelle donc, le plan unique, le un plan. Et donc ça, je pense que ce n'est pas nouveau pour nous ici. C'est la même chose au niveau du budget, parce que jusqu'à présent, dans la plupart des pays, nous savons que beaucoup de partenaires interviennent encore sur des approches projets et même à un financement extra-budgétaire. Donc l'idée ici, c'est vraiment de soutenir donc, le gouvernement dans son rôle de leadership à pouvoir donc amener de manière à aligner les ressources, pas forcément les mettre dans un même panier, mais au moins avoir de la visibilité sur toutes les ressources qui sont utilisées au niveau du pays. Donc, les partenaires doivent donc effectivement bien s'engager donc à utiliser davantage le système national pour canaliser le financement. Et bien sûr, c'est la question du suivi-évaluation qui doit être effectivement un seul système et non des systèmes fragmentés et parallèles. Et donc, dans ce cadre-là, donc, on dirait simplement qu'il y a différentes étapes dans le cadre donc, de cet agenda de l'alignement. Et donc, rapidement, voilà les différentes étapes sur lesquelles on essaie d'aider les pays. Mais c'est juste vous illustrer un peu à quel niveau la matrice, l'outil de la matrice nous aide dans cette réflexion-là. Et donc, la première chose, c'est que à l'étape 2, il est question voilà, de rassembler tous les documents possibles, les données probantes qui existent dans le pays, tous les travaux qui ont été menés pour bien comprendre la situation, parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir continuer aux autres étapes et pouvoir mettre en place dans une feuille de route conséquente. Donc, à cette étape-là, et donc c'est là, par exemple, que la matrice va bien sûr venir nous aider, va s'insérer dans la panoplie des outils qu'on a, par exemple les outils d'évaluation, les comptes nationaux de santé et autres. Donc, à cette étape-là, la matrice va venir nous aider pour donner un bel aperçu de la situation du pays en matière de financement, de la santé, de la vision, la stratégie, quel est le chemin que le pays est en train de parcourir. Mais ce n'est pas suffisant parce que après avoir mis en place une feuille de route pour l'agenda de l'alignement et des interventions, il faut bien sûr suivre comment ça se passe. Et là aussi, la matrice viendra nous aider à cette étape-ci pour bien comprendre donc la question du plan d'action qui a été mis en place, son suivi, quels sont les résultats atteints et bien sûr ceux qui ne sont pas atteints. Donc, globalement, voilà un peu comment on tire profit de cet outil-là. Et la diapositive suivante
présente simplement un cas concret qu'on a utilisé donc, en Sierra Leone pour mieux illustrer ce que je disais. Et donc, en Sierra Leone, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a réalisé effectivement cette matrice-là dans le cadre du diagnostic du financement de la santé. Ça nous a permis donc de sélectionner des recommandations dans le but de fournir, bien sûr, l'objectif c'était de fournir les soins de santé primaires gratuitement à toute la population, faire en sorte que les indicateurs du financement basés sur la performance soient fondés et plus axés sur les soins de santé primaires, bien sûr, afin d'accroître les progrès vers la CSU. Donc, cet outil, donc, effectivement, nous a permis de bien poser ce diagnostic-là. Et maintenant, au niveau donc, ce qui a permis donc, de définir un cadre de suivi pour bien comprendre quels étaient les indicateurs clés, par exemple, à traquer, à suivre, hein, à regarder pour évaluer, pour mieux saisir dans la question donc, qui était en lien donc, avec les objectifs. Et donc là, un indicateur clé, c'était par exemple la part du budget opérationnel de santé des districts qui allaient donc aux soins de santé primaires. Et l'illustration, par exemple, c'était l'indicateur de paiement basé sur les résultats. Parce que là, ils voulaient commencer, par exemple, ce qu'on a de plus en plus, on appelle un DFF, un financement direct. Hein, c'est le financement direct aux établissements de santé. Et donc, la matrice devait permettre de bien suivre ça parce qu'en amont, voilà, c'est quelque chose qui a été identifié comme un indicateur prioritaire. Et donc, globalement, cette mise en œuvre des recommandations, donc, c'était vraiment que le projet de la banque est cofinancé par le PBF. Donc, l'idée, c'était à partir du modèle de prestation de services qui est de type Up and Spoke. Bon, c'est un modèle, comme on dit, en rayon où on a une structure centrale et puis des formations sanitaires périphériques qui constituent un maillon, un assemblage. Et donc, l'idée maintenant, c'était de comprendre, est-ce qu'il faut modifier la gestion des finances publiques pour mieux aligner les dépenses du gouvernement et des donateurs? Parce qu'on sait d'habitude que on a la question de la gestion des finances publiques n'est pas souvent très flexible. Je pense que comme Bruno l'a mentionné tout à l'heure, c'est quelque chose qui devient de plus en plus sur la table. Comment arriver donc à adapter cette question, à modifier donc la question de la gestion des finances publiques pour que les financements des partenaires se retrouvent facilement? Parce que ça, c'est une question qui est souvent posée sur la table et qui n'est pas, je dirais, pas souvent évident à répondre. Mais c'est également l'institutionnalisation de la cartographie des ressources pour pouvoir améliorer donc la gestion des finances au niveau des districts. Donc, voilà un peu, vraiment de manière très illustrative, comment la matrice nous a aidé à pouvoir réfléchir sur la question donc, de l'alignement des instruments des partenaires techniques et financiers, et puis bien sûr la question du suivi et évaluation en Sierra Leone. Et donc, je pense que pour chacun de nos pays ici, nous sommes capables de réfléchir aussi et d'adapter vraiment cet outil par rapport à nos travaux que nous faisons. Donc, comme je le disais, le GFF, nous travaillons dans 36 pays, chaque pays étant unique. Donc, pour nous, maintenant, c'est de pouvoir identifier justement pour chaque pays à quel niveau la matrice peut nous être utile. La question de l'agenda, de l'alignement, c'est dans 8 pays actuellement, 4 assez avancés, la SCA, le Burkina Faso, le Rwanda, l'Éthiopie. Donc, je pense que c'est quelque chose que nous sommes en train d'étudier, comment utiliser la matrice donc, pour mieux et mettre en œuvre ce travail-là. Donc, je pense que globalement, c'est ce sur quoi je voulais discuter avec vous cet après-midi. Et les questions, bien sûr, seront bienvenues. Merci, Serge. Merci beaucoup, Isidore. Donc, on va passer maintenant à la deuxième présentation. C'est celle de Virginie. Merci bien de nous donner la parole. Je vais présenter un peu pour le compte du réseau P4H. Le réseau P4H est un réseau mondial de financement de la santé et protection sociale qui est coordonné à Genève par Claude Meyer et qui est un réseautage de pays et d'organisations
notamment avec l'OMS, l'OIT, la Banque mondiale et plusieurs pays qui soutiennent ce réseau, tels que la France, l'Allemagne, la Suisse, j'en oublie certainement, mais c'est pour dire que c'est un réseautage pour mobiliser l'expertise et apporter l'appui aux pays dans le cadre du financement de la santé pour aller vers la CSU. Et donc, le réseau se déploie donc au niveau des pays avec les personnes focales que nous sommes. Moi pour le Burundi, Serge pour la Côte d'Ivoire, et nous couvrons environ 18 pays déjà, en Afrique francophone, d'expression anglaise et même en Asie. Et dans les attributions, nous avons relevé un peu quelques attributions des personnes focales, notamment établir des liens avec tous les partenaires nationaux et internationaux qui opèrent dans le domaine du financement de la santé et les impliquer dans le processus de progrès vers la couverture santé, et puis faciliter le dialogue social et politique autour de la CSU. Ça, c'est des aspects sur lesquels le réseau insiste beaucoup. Aspect faciliter le dialogue social, politique, parce que nous savons qu'il y a des questions, on va dire l'environnement d'économie politique dont il faut tenir compte dans les stratégies que nous voulons mettre en œuvre dans les pays. Et puis appuyer le processus collaboratif d'élaboration de stratégies. Les pays sont à différents niveaux. Spécifiquement pour le Burundi que nous appuyons cette élaboration de la stratégie et nous allons voir donc dans ce cadre comment est-ce que l'outil et quelles sont les interconnexions que nous pouvons faire avec l'outil qui nous est présenté aujourd'hui. On a vu, et on le verra davantage cette semaine, que la matrice fournit une approche normalisée, systématisée et arrimée aux sous-fonctions et attributs du financement de la santé. On nous a présenté les 3 sous-fonctions principales du financement de la santé et les différents attributs qui sont souhaités avec les questions qui vont avec. La relation, donc dans le lien avec les partenaires, ce sur quoi la plupart des points focaux travaillent dans les pays. Les points focaux œuvrent à améliorer la coordination des acteurs et l'alignement des financements aux priorités des pays. On nous a parlé tantôt d'alignement et nous collaborons effectivement avec le GFF dans ce domaine-là, à relever et éviter les doublons et améliorer les gains d'efficience. Et nous allons voir que la première étape qui va nous être déclinée de manière plus approfondie demain, qui est celle de sortir la carte du dispositif de financement de la santé, qui finance quoi et qui couvre quoi. Ça rime très bien parce que dans un pays comme le Burundi, que je connais un peu, les partenaires financent en grande partie, à plus de la moitié, la santé. Et il faut trouver le moyen, effectivement, d'aligner ces financements. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces financements passent en grande partie par le budget public, mais nous continuons à travailler à aligner ces financements-là aux priorités du pays. Nous collaborons beaucoup avec les partenaires à améliorer donc cette coordination des différents financements qui existent dans les groupes qui sont formés et qui fonctionnent. Et quand il n'y en a pas, il faut travailler à créer cette instance de coordination avec les groupes techniques. Comme au Burundi, nous avons mis en place, et ce qui est intéressant dans les groupes de travail autour du financement de la santé, c'est qu'on ouvre un peu le ministère de la Santé pour intéresser les autres acteurs qui sont importants à impliquer dans ces démarches-là, comme le ministère de la Protection sociale, les ministères en charge de la protection sociale ou en charge des finances. Nous travaillons dans ces groupes techniques-là et ce sont des cadres dans lesquels nous pouvons faire promouvoir l'utilisation de cette matrice. Et de même que dans les instances de coordination gouvernementale. L'autre volet sur lequel nous travaillons, celui du processus collaboratif pour l'élaboration des stratégies de financement. Au Burundi, par exemple, dans le cadre de ce processus, nous avons procédé à une analyse des dispositifs existants. Et nous avons utilisé le guide d'élaboration de l'OMS pour procéder à cette analyse. Et c'est déjà un premier pas qui peut d'ailleurs être utilisé, qui correspond
en fait à l'étape 1 de la matrice et qui pourrait être utilisé pour passer les questions par la suite et avancer avec l'évaluation. Donc, pour dire que cette matrice, d'ailleurs, si nous l'avions si nous étions mieux sensibilisés avant l'élaboration de la stratégie, on aurait pu commencer par cette évaluation qui nous aurait donné beaucoup plus d'éléments sur lesquels bâtir la stratégie. La systématisation et l'évaluation des attributs souhaitables par la matrice permet aussi de relever, orienter et suivre les éléments clés de politique et de mise en œuvre de la stratégie. Dans la stratégie qui est en cours d'élaboration d'ailleurs, cette matrice est proposée comme outil d'évaluation. Maintenant, la question va être de savoir à quel moment est-ce qu'il faut conduire cette évaluation. Nous sommes en cours d'élaboration d'une stratégie. Est-ce qu'on met un bémol pour procéder à une évaluation avant de boucler les options stratégiques, elles-mêmes de finaliser la stratégie, ou alors on la termine et puis après 1 an ou 2 ans de mise en œuvre qu'on peut faire une évaluation, ou alors ce sera à la fin de la stratégie. C'est quelques questions qui nous sont venues à l'esprit et qui vont certainement servir dans la phase suivante, celle des travaux des pays, pour voir quand et comment on peut enclencher cette évaluation. Mais pour terminer, je voulais dire un mot sur la dimension causale de la stratégie qui est relevée, de la matrice, qui fait le lien entre les actions politiques de financement de la santé et la performance du système de santé. Je pense que c'est un levier important sur lequel nous pouvons agir pour induire les réformes, quand on sait que dans nos pays, nous avons besoin d'argumentaires pour pouvoir plaider et induire ces réformes qui sont importantes pour progresser. Et je crois que c'est un élément important de pouvoir avoir ce lien entre les décisions ou les choix politiques et ce que ça a comme effet sur la performance du système de santé. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais dire. On reviendra pour les questions. Merci. Merci beaucoup à Virginie. Nous allons maintenant passer la parole à notre troisième panéliste, Lamboli, qui lui va nous présenter, après donc le GFF, après P4H, qui va nous présenter donc la situation au niveau de la SADC. D'accord, merci. Je m'appelle Lamboli, comme ça a été dit. Je vous prendrai juste une petite présentation sur le travail que la SADC fait concernant le financement des services de santé. En fait, la SADC, comme vous le savez, c'est la communauté pour le développement des États d'Afrique australe qui regroupe 16 pays de la région de l'Afrique australe. Et dans le travail de la SADC, nous nous occupons aussi d'appuyer les pays en matière de développement de politique de santé et consorts. Et cet après-midi, la présentation que je ferai, c'est juste 5 diapos qui vont vous éclairer sur la mise en œuvre de ce que nous appelons la déclaration des chefs d'État africains sur l'investissement dans la santé. Comme juste un petit rappel, en 2019, les chefs d'État africains, lors du sommet de l'Union africaine, se sont réunis. Ils ont fait ce qu'on appelle l'ELM Declaration. L'ELM Declaration, c'est une déclaration où les chefs d'État se sont engagés à pouvoir augmenter l'investissement des États africains dans les systèmes de la santé. Ça, c'est pour avoir des systèmes durables et des systèmes aussi qui peuvent résister à tous les chocs, tels qu'on l'a vu avec la COVID-19. Et il y a eu des points d'action qui ont été définis lors de cette déclaration par les chefs d'État, notamment accroître l'investissement national dans la santé et mesurer les progrès par rapport à des repères qui auront été définis. Et il y a aussi convoquer une réunion biannuelle des ministres de la Santé ainsi que des ministres des Finances. Comme vous le savez, dans la plupart des cas et dans la plupart des pays, le grand défi qui reste, c'est celui de la coordination et aussi celui de la mise en œuvre des différents problèmes en matière de politique de santé. Donc, les chefs d'État avaient jugé très important d'avoir cette coordination-là entre les ministres de la Santé et les ministres des Finances, que ce soit au niveau continental ou au niveau national aussi. Et il y a eu aussi, parmi les autres recommandations, il y a eu l'établissement de ce qu'on appelle les centres régionaux de financement sur la santé qui sont localisés au niveau des
qui seront, disons, localisés au niveau des différentes communautés économiques, les 5 régions de l'Union africaine qui sont l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, le centre ainsi que le Sud. Et pour l'instant, on est à 2 régions qui avaient été choisies pour commencer la mise en œuvre de ces déclarations qui sont l'Afrique de l'Est ainsi que l'Afrique australe, et l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale ainsi que l'Afrique du Nord suivront disons, à partir de 2023. Et il y a aussi l'une des autres recommandations des chefs d'État avait été de mieux impliquer le secteur privé dans le renforcement du système de santé. Tel qu'on le constate, on sait que l'investissement privé en Afrique est presque inexistant quand il s'agit du système de santé. Alors, l'une des clés pour pouvoir renforcer la mobilisation des ressources domestiques pour la santé, c'est aussi de voir comment est-ce que le partenaire privé peut être facilité, quelles sont les facilités qu'il faudra donner aux partenaires privés pour améliorer leur investissement au niveau du secteur de la santé. Et parmi les autres points, nous avons aussi la gestion des finances publiques qui reste une question très cruciale, ainsi qu'accroître la cohérence dans les investissements de la santé, notamment en ce qui concerne les alignements tels que discutés par les prédécesseurs. Comme vous le savez, c'est aussi un des défis auxquels nous faisons face dans la région. Alors, comment est-ce qu'au niveau de la SADC, on a décidé de pouvoir mettre en œuvre ce que nous appelons la déclaration ELM. Cette déclaration, premièrement, nous avons procédé à une analyse qui regarde quels sont les différents défis auxquels nous faisons face au niveau de la région. Parmi ces défis, nous avons notamment la réduction du budget national pour la santé dans la majorité des pays qui font face notamment à la crise, aux différentes crises financières. Nous avons le problème aussi d'un secteur privé qui est pratiquement inexistant. Nous avons un problème d'approvisionnement des intrants médicaux, les médicaments qui posent des problèmes dans l'approvisionnement, et aussi le budget qui est alloué à la santé dans la plupart des cas, dans la plupart des pays, se focalise sur les salaires et non pas sur les services. Donc, ce sont ces différents points que nous avons essayé d'analyser et voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur cette diapositive parce que bon, c'est un peu les problèmes que nous rencontrons plus dans la plupart de nos pays, ce sont des problèmes communs. Mais le diapositive le plus important ici serait comment est-ce que nous avons travaillé avec la matrice et qu'est-ce que nous avons fait pour pouvoir nous aider à mettre en œuvre la déclaration, pour mettre en œuvre la déclaration des chefs d'État. La première chose, dans la déclaration telle que vous avez vu, il a été décidé qu'il fallait mettre en œuvre ce que nous appelons le tracker. Le tracker, c'est un instrument de suivi qui permettra aux différents pays de pouvoir notamment décider des actions principales à prendre dans le cadre de la réforme du système de santé et aussi dans le cadre du financement du système de santé. Et dans ce tracker, chaque pays avait été, c'est un document assez résumé qui est pratiquement un peu, qui puise ces informations à partir de la matrice parce que les indicateurs qui ont été utilisés pour les trackers sont dans la majorité des cas venus de la matrice avec les experts de l'OMS aussi qui avaient été aussi associés au développement de ce tracker. Et ce tracker, justement, c'est un document résumé qui permet au niveau stratégique de prendre les décisions qui s'imposent et qui permettra aussi au pays de savoir quelles sont les grandes décisions qui peuvent permettre de faire avancer la politique en matière de financement de la santé. Et c'est là où nous voyons aussi l'importance d'avoir ces matrices comme objet de travail. Et dans le deuxième point, l'une des recommandations aussi dans ce que nous faisons, c'est d'avoir les dialogues nationaux en matière de financement des services de santé. Et dans ces dialogues nationaux, dans les étapes préliminaires, nous procédons à ce que nous faisons une analyse du système de la santé. C'est une analyse diagnostique qui est basée sur les différentes informations collectées, sur les informations dans le budget de l'État, mais aussi sur les informations faites à travers la matrice. Et pour ce, nous utilisons généralement le Technical Working Group dans différents pays, ainsi que différents experts qui travaillent sur la matrice, qui fournir les informations nécessaires qui vont nous permettre de savoir quels sont les points forts du système de santé, quels sont les points faibles en matière de financement et quelles sont les grandes recommandations qui peuvent
qui peuvent créer et qui peuvent nous guider, nous mener vers le changement, un changement rapide ou avoir le plus grand impact. Parce que tel que nous avons plusieurs, généralement en matière politique, il y a beaucoup de priorités, il y a plusieurs priorités. Donc, c'est important de définir les priorités. Donc, c'est aussi là un des points importants. Le dernier point, c'est le centre régional pour le financement de la santé, qui est aussi très important. Ça, c'est un centre régional qui est appuyé par des experts au niveau de la SADC qui aident les pays justement à comment réfléchir à développer les différentes politiques en matière de réforme pour le financement des systèmes de la santé, mais aussi savoir comment les mettre en œuvre dans ces différents pays. Et à ce, nous travaillons aussi avec la matrice pour puiser les informations nécessaires, avoir accès aux différentes données des pays et aussi aider les pays à mettre en œuvre ces différentes analyses. Mon dernier diapositive, c'est sur les activités que nous mettons en œuvre couramment, actuellement, qui ont commencé à partir du mois de juin 2022 et qui s'étendront jusqu'au juin 2023. Lors de cet exercice, vous voyez que nous sommes engagés à pouvoir promouvoir une assistance technique aux différents pays à travers le tracker, à travers différents outils. Mais nous avons aussi la coordination des différentes, au niveau régional, des différentes activités avec notamment la réunion conjointe des ministres de la Santé et des ministres des Finances. Vous avez aussi les dialogues nationaux tels que je l'ai expliqué, ainsi que aussi le renforcement des capacités dans tous ces pays. Donc, à tous ces points tels que vous les voyez, nous utilisons la matrice aussi qui va nous permettre non seulement d'avoir un diagnostic en termes de capacités dans les pays, quelles sont les capacités qui sont présentes dans ce pays et aussi comment renforcer les capacités et où est-ce que nous pouvons assister efficacement les différents pays. Donc, la matrice, telle que vous les voyez, elle intervient à ce niveau, à tous les points et dans toutes les activités que nous sommes en train de mettre en œuvre actuellement. Et sur ce, je vous remercie beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Lamboli. Donc, je pense que vous venez de voir tour à tour les trois cas assez différents, mais qui se complètent quelque part. D'abord, la situation du GFF avec Isidore et tout ce processus d'alignement des partenaires qui nécessite aussi bien sur le plan du diagnostic que sur les aspects de questionnement par rapport au cheminement, la contribution de la matrice. Aussi bien pour P4H, on a vu également que cette organisation qui travaille dans l'amélioration, la création des liens, puis l'amélioration de la synergie et même ce développement de processus collaboratifs entre des partenaires, à ce niveau-là également, la matrice peut être très, très utile. Et on a également montré un cas très pratique, le cas de l'évaluation de la stratégie de financement de la santé au niveau du Burundi, où tous les aspects en rapport avec le diagnostic sectoriels peuvent également être récoltés grâce à l'utilisation de la matrice et principalement c'est à son étape 1. Et là, Lamboli vient nous présenter également la situation de la SADC par rapport à cette déclaration sur l'investissement de la santé par les différents leaders africains qui, depuis 2019, ont identifié 8 points, je pense, sur lesquels il faudrait intervenir et on voit comment la matrice peut également intervenir aussi bien dans le diagnostic et au niveau des dialogues nationaux et même dans l'identification de certains indicateurs. Donc, ce que nous allons faire, nous allons accorder la parole à l'Assemblée pour voir si vous avez des questions à poser à nos panélistes avant que nous puissions passer au deuxième et au dernier volet de notre panel de cet après-midi. Donc, on commence par… Merci. Moi, c'est M. Diawara Moussa. Je suis conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social au Mali. Je voudrais, avant de poser les questions, remercier d'abord les panélistes par rapport à la qualité des présentations. Et j'ai noté quelques questions que je vais résumer juste en deux grosses questions. C'est juste par rapport, ça s'adresse à l'ensemble des panélistes. J'ai noté que ce soit au niveau de GFF ou bien qu'au niveau du réseau P4H. Voilà, et de la SADC, la notion de l'alignement. Je sais que la matrice a été utilisée à leur niveau pour pouvoir vraiment constituer une opportunité à pouvoir
détecter des limites ou même les aider à pouvoir mettre en évidence certaines vraiment interventions clés ou bien en tout cas encourager. Mais ce qui est sûr, dans les années 2010-2011, il y avait un document de compact. Je ne sais pas si ce document aussi a été mis à contribution compte tenu du fait que c'était un document qui nous amenait à un cadre unique et harmonisé, à pouvoir éviter même les doublons, que les interventions soient bien ciblées et que dans le calendrier harmonisé avec le ministère de l'Économie et des Finances, que tous les financements puissent aller vers vraiment les domaines bien connus et identifiés pour, en tout cas, l'efficacité des dépenses. Bon, je ne sais pas si d'aventure, dans leur analyse avec la matrice, s'ils ont pris les leçons vraiment de la mise en œuvre de ce compact pour pouvoir vraiment aussi avec cette matrice-là, si ça les a aidés à pouvoir permettre de pouvoir travailler sur les interventions. Maintenant, l'autre aspect, c'est que je vois pratiquement dans la salle que des médecins, des directeurs de planification. C'est vrai que nous sommes en train de développer des matrices, nous sommes en train de travailler comment mobiliser les financements. C'est aussi important, je ne sais pas si dans leurs, en tout cas, travaux, ils ont pu discuter avec vraiment les ministères de l'économie et des finances. Parce que c'est vrai que ça a été dit, la mobilisation de ressources. Parce que là, à ce niveau, c'est clair que les impôts doivent être mis à contribution et autres. Mais très généralement, au niveau des ministères des Finances, quand on demande à un ministre des Finances de lâcher des impôts pour le budget général, force est de constater que ça va être très compliqué. Donc, c'est sûr que dans leurs travaux, ils ont pu rencontrer les départements des finances qui n'ont pas été faciles. Donc, s'ils peuvent déjà nous faire part vraiment des préoccupations du ministère des Finances par rapport à lâcher des crédits pour pouvoir aller à la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Et aussi, peut-être que dans les réunions futures, s'il peut y avoir aussi des représentants des ministères des Finances pour qu'ils puissent comprendre l'enjeu même vraiment de la couverture sanitaire universelle. Voilà, merci. Je pense qu'il y avait une question, notre ami en cravate, belle cravate rouge. Et soit dit en passant, il n'y a pas que des médecins dans la salle, hein, parce que j'ai vu mon ami Mathieu qui m'a regardé en rigolant. Merci pour la parole. Je voudrais d'abord féliciter tous les panélistes qui sont intervenus. On a compris dans l'intervention de tous les panélistes que l'outil peut être standardisé. C'est-à-dire que quels que soient les mécanismes qu'ils utilisent, cet outil peut être adapté et utilisé. Alors là, dans les interventions du deuxième panéliste Virginie tout à l'heure, ce que j'ai pu noter, c'est que si on arrive à faire une cartographie des ressources financières, il est possible qu'à partir de cette cartographie-là, qu'on fasse le suivi et qu'on puisse renseigner la matrice. Et donc, cela rejoint un peu la préoccupation que Isidore a soulignée tout à l'heure avec la question de l'alignement. Lorsque les choses sont très fragmentées, il est difficile d'assurer un bon suivi. Or, si tout le monde est aligné, en ce moment, on arrive à assurer un bon suivi. Ça retombe sur la question de l'adaptation de la gestion des finances publiques. Vous savez que pour le financement de la santé, on n'a pas que les finances publiques. Et donc, lorsque on va dans cet agenda de l'alignement, où on a les finances publiques, on a l'appui budgétaire, on a tous les financements venant des partenaires, on peut mieux suivre et mieux renseigner la matrice. Alors là, c'est un commentaire que j'ai fait. Maintenant, la seule question que je pose, c'est de savoir à quel moment appliquer l'outil. Vu que au niveau des pays, il y a des plans, surtout des plans stratégiques qui ont été élaborés déjà, où les indicateurs qui figurent dans la matrice n'ont pas été pris en compte en amont.
en sachant que pour la mise en œuvre de ces différents plans stratégiques, il y a des théories de changement qui sont appliquées pour le suivi afin d'atteindre les objectifs. À quel moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu que les choses n'ont pas été prises en compte en amont, on va appliquer la matrice? Merci. D'abord, une première série de questions. On va revenir encore sur les questions par la suite. Gardez bien vos questions, ne vous inquiétez pas, on va tout y répondre. Merci. Oui, Samuel. Merci Serge. À mon tour, je félicite les panélistes pour leurs différentes interventions. Alors, mon intervention ira dans le sens de celle de mes deux prédécesseurs. C'est une préoccupation un peu, je dirais, un peu transversale. On travaille sur une matrice de financement de la santé, mais c'est une question qui, peut-être pour les autres pays, dans le cas particulier, je dirais, de la Côte d'Ivoire, c'est une question que personnellement, j'ai toujours posée. C'est j'ai envie de dire, la prise en compte de la dimension ou de la fonction même de planification. Docteur Bantas de la RCA vient d'en parler. Il y a des plans stratégiques qui définissent les priorités. Alors, les différents intervenants, c'est vrai que tu n'as pas voulu qu'on pose des questions sur les agences, les différents intervenants ont parlé d'alignement. J'ai envie de reposer la question, mais quand vous parlez d'alignement, est-ce que vous parlez d'alignement sur les priorités qui ont été élaborées dans le cadre des plans nationaux de développement sanitaire? Parce qu'à mon humble avis, c'est à ça que nous devons tous revenir. Cette matrice implique des changements profonds, j'ai envie de dire des changements institutionnels. Et généralement, les changements institutionnels, quand ils ne sont pas prévus, même quand ils ne sont pas mentionnés au niveau des plans stratégiques des pays, il est parfois difficile de pouvoir les faire. On a parlé du cadre de discussion avec le ministère des Finances, mais c'est un cadre qui doit être véritablement, j'ai envie de dire, institutionnalisé, parce que sur la question de la gestion des finances publiques, c'est des problématiques majeures, c'est des changements majeurs. Quand je prends par exemple le cas du financement basé sur la performance en Côte d'Ivoire, en 2010-2011, on n'avait pas d'autonomie sur les établissements sanitaires d'un certain niveau. Et le ministère des Finances ne voulait pas, en guillemets, lâcher cette mainmise-là. Mais il a fallu que ça passe par une loi au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'il a fallu un cadre de discussion même au niveau national entre ministère de la Santé, ministère du Plan, ministère des Finances et aussi ministère de la Protection sociale. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que dans le cadre de ce travail-là, cet aspect-là est pris en compte? Parce que j'ai bien peur que si ce n'est pas pris en compte, toutes ces réformes, parce que c'est des réformes en profondeur, tous ces attributs qu'on vient de voir et qui doivent être évalués, mais qui doivent être questionnés, dans le cas où on fait l'exercice de la matrice et que ces attributs n'existent pas, ou sont peu ou pas existants, mais les mesures qui sont prises auront forcément un caractère institutionnel ou alors un caractère hautement politique. Et pour cela, il va falloir un cadre institutionnel de discussion entre ces différents ministères, parce que le ministère de la Santé n'a pas les leviers sur certains paramètres. Mais je ne sais pas si cette question, c'est les panélistes qui doivent répondre, ou bien si c'est plutôt, elle doit faire suite plutôt à la présentation qu'on aura demain ou après-demain. Je pense qu'on va parler sur la concrétisation et la mise en œuvre de l'opérationnalisation de la matrice. Bon. Peut-être Isidore pourra donner une partie des réponses. OK, merci beaucoup Serge et merci à tous ceux qui ont contribué aux questions. Je pense que ça témoigne effectivement de toute la vitalité de cette thématique-ci. Donc, je vais rebondir à la dernière question de Samuel par rapport à la question de l'alignement et qui rejoint aussi la question posée par mon ami du Cameroun. Donc, effectivement, l'alignement se réfère à l'alignement aux priorités qui sont mentionnées aux priorités nationales qui, pour la plupart, sont élaborées dans les plans stratégiques. Donc, ce n'est pas élaborer un nouveau document ou pas, non. C'est d'aller s'aligner sur ce qui est déjà identifié comme priorité nationale, comme stratégie nationale. Donc, c'est ça. Dans la plupart des pays, ce n'est pas ce qu'on observe. Cet alignement manque. Ça, il faut le reconnaître. Donc, c'est un peu ce travail qu'on essaye de faire. Mais c'était rapidement pour élaguer cette question-là. Maintenant, par rapport à la question du compact. Donc, je pense que la question était de quelle est la place du compact dans l'agenda de l'alignement, mais aussi de façon plus large.
Est-ce que c'est utile pour mieux, comment la matrice prend en compte les expériences voilà, accumulées avec l'expérience du compact et autres. Donc, je pense que, et dans ma présentation, comme je le soulignais effectivement, l'agenda de l'alignement se met en place parce que plus ou moins, on a relevé les défis liés au compact. Notamment, le compact, quand c'est arrivé, ça avait une dimension beaucoup plus normative, c'est-à-dire qu'on est venu avec des cadres déjà bien finalisés en disant, OK, voici ce que les pays doivent faire dans le sens du compact. L'agenda de l'alignement prend plutôt le chat par la queue en disant, OK, on ne sait pas qu'est-ce qui est bon pour un pays en matière d'alignement. C'est le pays qui va définir ce qu'il entend par alignement et on va soutenir le pays dans ce sens-là en élaborant ce qu'on appelle les modèles de maturité, c'est-à-dire quel est l'idéal, quel est l'objectif où le pays voudrait arriver. Et en ce moment, on soutient le pays dans sa marche pour arriver à cet objectif-là. Donc, c'est un peu l'inverse du combat, mais c'est un peu la même finalité. Mais je crois effectivement que la matrice peut très bien apprendre des expériences justement accumulées à travers le compact, dans le sens où, avec la matrice, ça permet de mieux comprendre l'environnement institutionnel et je pense que ça rebondit aussi à ce que Samuel disait tout à l'heure. Il y a des aspects de gouvernance qu'on a vu, par exemple, qui sont bien captés à travers la matrice et tout ça, je pense que c'est différentes expériences qu'on peut apprendre de différentes initiatives, par exemple, ou bien de différentes réformes qui sont mises dans le pays. Donc, pour ma part, oui, je pense que sans hésiter, je dirais qu'effectivement, la matrice, en appliquant la matrice, on peut très bien utiliser toutes ces expériences pour mieux renseigner effectivement l'outil et pour être sûr qu'en fin de compte, on saisisse bien la dynamique qui se passe dans le pays. Et moi, ce que je comprends jusqu'à présent, c'est que, et je pense que Bruno le rappelait, là, il n'y a pas une dimension. La matrice est un peu très neutre, hein, dans le sens où ça veut d'abord comprendre avant de pouvoir formuler des recommandations. C'est-à-dire que même si on sait qu'avec la matrice, on connaît les standards ou bien les bonnes options, ça ne vient pas forcément dire votre option n'est pas bonne, bien votre option est mauvaise, mais ça donne plutôt des recommandations sur comment utiliser ce que vous avez pour mieux évoluer, quoi. Donc, moi, c'est peut-être ce que je voulais dire, réagir en perspective par rapport à ces questions. Merci. Je vais apporter rapidement deux petits éléments, peut-être de contribution ou de réponse. D'abord, sur la question à quel moment appliquer l'outil, on va dire et on comprend aisément que ça va dépendre un peu de chaque pays et du niveau où vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes à une situation initiale où vous n'avez pas encore une politique ou une stratégie de financement qui est en cours et vous voulez avoir la situation avant votre stratégie? Est-ce que vous êtes déjà en cours de mise en œuvre et vous voulez voir comment vous progressez ou alors à la fin d'une stratégie pour voir un peu quel est l'impact de la stratégie que vous avez mise en œuvre? Donc, peut-être dans les travaux de groupe, on ira plus en profondeur sur cette question. Mais quand je parlais de la cartographie, l'analyse des dispositifs qui a été fait dans le processus d'élaboration de la stratégie au Burundi, on verra plus tard, peut-être qu'on a un peu anticipé, c'est l'étape 1 de déploiement de la matrice, de l'évaluation à travers la matrice. Donc, je disais simplement que cette phase-là, on était déjà un peu avancé avec le Burundi parce que ça va nous faciliter cette étape 1-là qui pourra nous conduire facilement à l'étape 2. Pour conduire l'évaluation. Un petit mot peut-être sur l'alignement, hein, entendu comme dans le cadre aussi du processus pour aller vers la CSU. Il faut pouvoir aligner davantage les financements ou les opportunités, les ressources disponibles des divers partenaires. Dans un pays comme le Burundi, c'est très important parce que les partenaires financent beaucoup et il faut pouvoir ramener ces financements-là pour le cas de la CSU, dans le cadre du fonds de mise en commun, par exemple. Parce que pour éviter que chaque partenaire ne finance un projet pilote dans une localité ou dans un district, voir comment mutualiser davantage les ressources qui sont disponibles, tant celles des partenaires que les ressources publiques, pour pouvoir être plus efficient dans les dépenses de santé et produire plus de résultats. Maintenant, un mot sur le cadre institutionnel de discussion. Effectivement, et c'est un peu ça le rôle
je veux dire, l'une des missions que les personnes focales P4H travaillent à améliorer, à trouver ou alors à faire mettre en place ou à encourager à mettre en place des cadres de concertation, des cadres de coordination et des partenaires et même entre les partenaires et le gouvernement pour pouvoir discuter des questions de financement de la santé et des moyens de progresser. Et dans ce sens, par exemple, au Burundi, nous avons mis en place un comité de pilotage du processus d'élaboration de la stratégie de financement pour aller vers la CSU, mais qui est aussi situé au niveau des services du Premier ministre à l'effet d'engager tous les secteurs, pas que le ministère de la Santé publique, mais aussi la protection, le ministère en charge de la protection sociale, les finances, effectivement, et certains le disent ici, il faut bien impliquer et engager les autres secteurs parce que la santé seule ne pourra pas nous faire progresser vers la CSU. Il faut engager les autres acteurs, les mutuelles, le secteur privé, donc plateforme de cadre institutionnel de coordination ou de discussion, effectivement, c'est important pour pouvoir avancer. Merci. Oui, rapidement, Lamboli. Ok, d'accord. Je voudrais juste aussi apporter quelques éléments de réponse sur le point. Je crois que l'alignement a déjà été amplement discuté, mais en matière d'alignement, le plus important ici, c'est aussi de savoir que nous savons tous que les bailleurs de fonds, lorsqu'ils arrivent dans les pays, ils ont leurs propres priorités. Alors, il est important de définir des priorités nationales auxquelles tout le monde s'aligne et faciliter aussi à accompagner le gouvernement dans leur mise en œuvre. C'est plus dans ce cadre-là que lorsque nous entamons les discussions pour s'assurer de l'alignement, nous amenons aussi sur la table des discussions les bailleurs de fonds, nous amenons les différentes organisations qui doivent s'aligner sur les priorités nationales et faciliter la mise en œuvre des priorités nationales telles que définies par les acteurs gouvernementaux. Concernant l'implication des différents ministères, je donnerai un exemple concret. Par exemple, nous avons récemment conduit ce que nous appelons le dialogue national sur le financement des systèmes de santé au Malawi. Ce qui s'est passé au départ, nous avions anticipé que nous n'aurions à discuter qu'avec le ministère des Finances et le ministère de la Santé. Mais en arrivant sur le terrain, nous avons constaté aussi qu'il fallait impliquer ce qu'ils appellent le ministère du gouvernement local, local government, qu'il fallait aussi impliquer parce que ce sont des acteurs importants dans la gestion justement des centres de santé périphériques au niveau primaire et dans la dispensation de ces services. Et nous avons dû avoir tous les différents acteurs dans les financements de santé, mais aussi dans le service de santé au Malawi pour pouvoir discuter les différents problèmes et les différents défis. Et je pense que le dernier intervenant a parlé d'un point très important qu'il s'agit des réformes institutionnelles qu'il faudra, qui peuvent prendre beaucoup de temps, qui peuvent aussi nécessiter parfois la révision de certaines lois. Oui, c'est vrai, mais l'approche que nous utilisons dans certains points, généralement, c'est que nous voyons d'abord avec la matrice quels sont les low-hanging fruit, comme on dit en anglais, c'est-à-dire quelles sont les réformes que l'on peut mettre en œuvre le plus rapidement possible qui vont apporter le plus grand impact. Et ensuite, nous allons à un niveau plus élevé, là où nous avons impliqué les parlementaires, là où nous impliquons tous les politiques. Et il est même important dans ce cas-là, maintenant, où vous avez l'implication de la structure pour la couverture sanitaire universelle, telle que le plaidoyer se fait actuellement, de pouvoir avoir ce genre de structure au niveau soit dépendant de la présidence de la République ou du bureau du Premier ministre, parce qu'en ce moment-là, vous avez une implication au plus haut niveau du gouvernement qui va permettre justement de chapeauter et puis aussi de pouvoir faciliter la mise en œuvre de toutes les réformes possibles au niveau national. C'est l'une des discussions que nous avons notamment eu lors des dialogues nationaux que nous avons eu dans des pays tels que le Malawi, où est-ce qu'il fallait placer ces structures et comment est-ce que ça devait être chapeauté et quelles sont les implications pour pouvoir justement faciliter la mise en œuvre de toutes ces réformes profondes qui sont importantes. Donc, en termes je crois qu'il y avait aussi une contribution en termes des ministères des Finances et puis la vision des ministères des Finances et consorts. Je pense que lors des différentes discussions, le point le plus important, c'est que
que, je crois aussi que Bruno a mentionné que la consommation du budget de la santé généralement est aux alentours de 60 à 70% dans les pays. Ça veut dire que nous avons un problème de consommation de ce budget-là. Mais au même moment aussi, dans les pays, il y a un problème par rapport à la somme allouée à la santé. Nous reconnaissons tous que la somme n'est pas suffisante, mais nous devons aussi reconnaître que du point de vue du ministère des Finances, il n'y a pas question de pouvoir allouer plus de fonds au ministère de la Santé au moment où nous sommes incapables de pouvoir vider le financement, consommer totalement le budget qui nous a été alloué. Donc, c'est là où les discussions sont généralement menées pour savoir comment assister le ministère de la Santé à pouvoir augmenter son efficacité. Et dans ce cas-là, il y a des exemples dans des pays tels que la Namibie, où nous avons eu à faire des évaluations où ils utilisent ce qu'ils appellent le contrat social. Le contrat social se passe avec les différents acteurs de la société civile et les différentes organisations qui aident le gouvernement justement à pouvoir à augmenter son efficacité en termes de services de santé, en termes de s'assurer que le budget est totalement consommé. Donc, lorsque le budget est établi, il y a une portion qui est allouée à ces différentes ONG qui permet justement au ministère de la Santé d'augmenter sa consommation. Donc, il y a plusieurs exemples qui peuvent être donnés et qui peuvent aussi, qui selon les différents acteurs, nous pouvons aussi aider à savoir comment est-ce qu'on peut améliorer les discussions intergouvernementales. Merci. OK, merci beaucoup. Maintenant, c'est à mon tour de vous poser une question à vous trois. Admettons maintenant, sur base de votre expérience, admettons maintenant que vous trouvez devant 3 scénarios de pays. Un pays où le financement de la santé et surtout avance de manière très, très lente, de manière incrémentale, parce qu'il est plus l'initiative de quelques cadres du ministère de la Santé. Et une autre situation, vous avez un pays où le financement de la santé subit une forte pression des politiques, par exemple, où il y a la plus haute autorité du pays a pris une décision et cette décision pousse fortement le financement de la santé à l'agenda. Et un troisième pays où le financement de la santé est le plus poussé par les partenaires techniques et financiers. Alors, imaginons ces 3 cas de figure, ces 3 scénarios. Et selon vous, comment la matrice peut intervenir pour essayer de faire progresser ces pays en matière de financement de la santé? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. OK, d'accord, je peux commencer alors. OK. OK, d'accord. Je dirais d'abord, premièrement, que dans de ma petite expérience, j'ai généralement travaillé avec les politiques. Le plus important, c'est d'avoir cette volonté politique pour pouvoir mettre en œuvre la plupart des réformes et la plupart des stratégies que nous voulons mettre en œuvre. Lorsque la volonté politique n'y est pas, ça devient très compliqué. Et dans le deuxième scénario dont vous avez parlé, lorsqu'il y a cette volonté politique, tout devient facile. Il suffit tout simplement d'avoir la matrice et d'informer l'autorité compétente de quels sont les points, les réformes les plus patentes avec le plus grand impact qui pourront nous aider justement à atteindre les objectifs assignés, notamment augmenter la mobilisation des ressources domestiques et aussi voir comment renforcer l'efficacité en termes de budget et puis en termes aussi de performance des systèmes de santé. Dans le deuxième scénario, lorsque nous voyons les pays qui ont des difficultés à mobiliser, ou les deux autres scénarios en fait sont pratiquement les mêmes. Parce que dans le scénario où ce sont les partenaires, le scénario où ce sont les autorités politiques, ou le scénario avec les cadres du ministère? Avec les cadres du ministère. Généralement, lorsqu'il n'y a pas de volonté politique, vous remarquerez que dans ces pays, ce sont les partenaires qui poussent généralement, et vous verrez aussi que le financement des services de santé, de la santé, dépend plus des partenaires. Dans le cadre, par exemple, de la SADC, nous avons des États où vous avez, par exemple, le gouvernement supporte moins de 10% du budget alloué, moins de 10% des dépenses liées à la santé dans ces pays-là. Vous verrez que dans ce moment-là, vous avez des partenaires qui sont très actifs, généralement en matière
grands problèmes de santé de santé publique tels que le VIH, tels que la tuberculose, tels que la malaria dans certaines régions, vous voyez que ce sont les partenaires de santé qui Et la matrice, peut maintenant, contribuer comment? lorsque vous avez la matrice et que vous voyez qu'il n'y a pas trop de volonté politique, je pense que la matrice pourrait plus aider en termes d'augmenter l'efficacité dans l'investissement que vous avez. Comment vous pouvez avoir le plus grand impact avec le budget que vous avez pour pouvoir aider à améliorer la santé des populations. En anglais, on dirait « more health for money ». Ça veut dire donc, comment on peut avoir le plus grand, bon, c'est un peu difficile d'expliquer en français, mais c'est un peu pour voir l'efficacité par rapport à ce que vous avez. Je pense que c'est là où la matrice pourrait nous aider à détecter quelles sont les activités sur lesquelles nous pouvons nous focaliser en termes d'investissement, quels sont les mécanismes que nous pouvons utiliser en termes d'investissement dans la santé et avoir le plus grand bénéfice pour la santé de la population de façon générale. Donc, c'est un peu ça que j'aimerais m'arrêter là. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Lamboli. Isidore? OK. Non, merci beaucoup, Serge. Je pense que ce que tu décris, c'est vraiment des situations que nous vivons dans notre pratique quotidienne. Nous travaillons sur différents pays. Effectivement, on voit que d'un pays à un autre, la situation peut être différente et épouse très bien ce que tu viens de décrire. Mais ce que je voudrais relever, c'est que nous devons être conscients que ces situations sont souvent très dynamiques. Dans ce que nous décrivons comme une volonté politique assez élevée à l'instant T, le lendemain peut changer et épouser une autre situation. Donc, tout ça pour dire quoi? Que c'est important pour nous de travailler en étant assez flexible, en sachant qu'on peut passer de A à B et quitter de B et revenir à A à tout moment. Je dis ça pourquoi? Parce que dans un pays, si je prends l'exemple de la volonté politique très élevée dont tu parlais tout à l'heure, ma petite expérience, c'est que parfois, cette volonté politique n'est pas forcément ne donne pas forcément qu'est-ce que je vais dire, le bon choix sur lequel il faut s'arrimer. Donc, parfois, en tant que technicien, nous nous arrimons à un choix qui n'est pas forcément celui que nous aurons proposé. Et donc, il faut justement à nous d'utiliser, par exemple, la matrice pour générer des données probantes et montrer, par exemple, aux politiciens que le choix n'est pas forcément le meilleur. Mais c'est des recommandations et des suggestions. Et ça doit être fait avec beaucoup de tact, mais en utilisant beaucoup plus les données probantes générées par des évaluations, la matrice et autres. Mais si on prend le cas particulier, je pense que beaucoup de pays sont dans cette situation. Dans le cas particulier où il y a le président qui pousse pour la politique de gratuité. C'est ce que je dis. Et comment utiliser la matrice maintenant dans ce cas-là? Donc, justement, je pense que la matrice peut nous aider de deux façons. La première chose, je pense que la matrice devrait nous permettre de comprendre l'environnement, l'environnement dans lequel on se situe, sur les questions justement de financement de la santé. Par exemple, quels sont les régimes qui existent, à quel niveau ces différents régimes se trouvent et par rapport à la politique de la gratuité, est-ce que c'est la meilleure recommandation que nous faisons? Et si c'est la meilleure recommandation, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que cette stratégie de gratuité réussisse? Je pense qu'à chaque pays, son contexte. La gratuité peut marcher dans un pays A et pas forcément dans un pays B. Et je pense que la matrice nous aide à mieux comprendre justement ce contexte dans lequel on se trouve et comment soutenir justement cette politique-là, par exemple. Alors que dans l'autre cas, par exemple, où nous avons un noyau d'acteurs au niveau du ministère, je pense que là aussi, c'est intéressant. On a vu dans certains pays, par exemple, qui ont adopté le PBF comme une stratégie nationale, que ça émanait d'un groupe d'acteurs au niveau des ministères, par exemple, qui avaient très bien compris, par exemple, que le financement basé sur la performance pouvait mieux les aider en tant qu'acteurs, pas forcément politiciens, mais en tant qu'acteurs techniques, de mieux faire avancer ces questions-là au niveau du pays. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait justement? C'était d'utiliser des outils, par exemple, comme la matrice, mais bien d'autres, pour montrer effectivement que voilà quelque chose d'intéressant qui peut être mis en œuvre avant même que les politiques ne se saisissent de la question. Je pense que c'est parfois partie de ces acteurs-là. Et le troisième cas, effectivement, où
c'est des partenaires techniques de développement. Donc, je pense que l'avantage parfois que nous avons en tant que partenaires, c'est que nous avons parfois une visibilité sur ce qui se fait sur plusieurs contextes et on est capable justement d'utiliser ces outils-là pour mieux comprendre le contexte local et proposer des alternatives, des options. Sauf qu'effectivement, il faut que ça rencontre justement en face soit des acteurs, soit une volonté politique. Et je pense que ça, mais comme je le disais, soyons conscients qu'il y a parfois ce que nous appelons les fenêtres d'opportunité. Il ne faut pas forcément attendre qu'il y ait justement cette volonté-là, mais cette volonté peut surgir à tout moment et se refermer à tout moment. Donc, si quand ça surgit, vous n'êtes pas prêt, ben après, quand ça va se refermer, il est trop tard. Donc, je pense que ça, la matrice peut nous aider justement à se préparer pour ça. Et Virginie, tu as une autre vision, une autre approche? Pas vraiment une autre approche, peut-être insister sur un aspect, moi, qui m'a, et que j'ai même déjà peut-être relevé ici, hein, c'est le lien de causalité que la matrice nous permet de ressortir entre l'action politique et la performance du système de santé. Et je trouve que c'est un instrument intéressant parce que dans la plupart des cas, que ce soit les techniciens qui poussent ou les partenaires, ou alors la volonté politique qui peut arriver de manière furtive en fonction du décideur qui est en place et repartir, on a des éléments probants, un argumentaire qui peut nous sortir, qui ressort de cette évaluation, qui peuvent soutenir le plaidoyer qu'on va faire pour pouvoir pousser l'action. Pour moi, vraiment d'établir ce lien-là entre ce que le politique ou alors la politique qui est mise en œuvre dans le pays fait et ce que ça nous donne comme performance, ça, c'est des éléments sur lesquels on peut bâtir le plaidoyer et faire avancer les agendas. Merci. Merci beaucoup. Je pense que cette présentation, enfin ce panel, il a l'avantage d'être assez central dans la mesure où le matin, on nous a un peu mis en train par rapport à cette matrice. Et là, nous avons des cas de différents acteurs qui sont dans différentes organisations et qui travaillent dans différents pays également, qui vous présentent justement comment cette matrice peut être utilisée dans le cas de différentes organisations, comment ça peut s'insérer dans le travail que nous faisons au quotidien. Mais non seulement ça, en fonction des pays où ils évoluent, on peut voir quels sont les scénarios ou bien le profil du pays dans lequel ils évoluent et comment cette matrice peut également contribuer dans ces pays. Et je pense qu'après, les présentations qui vont suivre par les jours suivants vont justement nous mettre en train pour essayer de comprendre dans l'application, dans la concrétisation, comment cette matrice pourra être réellement mise en place en parcourant les différents attributs et en parcourant également les différentes questions importantes qu'on doit se poser justement pour essayer de voir de quelle manière on évolue en termes quel est le cheminement, quelles sont les questions qu'on peut se poser au cours de ce cheminement pour progresser vers le financement de la santé. Ça a été, je pense, intéressant et je ne sais pas si, je pense qu'à ce stade, on ne peut plus prendre d'autres questions. Donc, au moins, vous savez que les panélistes sont là, donc on pourra continuer au cours des autres sessions ou bien même dans les discussions de couloir à leur poser des questions assez spécifiques. Donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter là et je vais vous remercier pour votre participation. Remercier les panélistes surtout pour les présentations et puis pour les différentes réponses aux questions qui leur ont été posées. Vous remercie également pour votre attention et voilà. Donc, je vous prie de nous applaudir tous très fort.